De retour en direct sur CNews, j'accueille Philippe Ballard qui nous a rejoint. Bonsoir, soyez le bienvenu. Député, porte-parole du Rassemblement national. Tout le monde est là pour commencer les débats avec ce sondage. D'abord, évidemment, le sondage CSA pour CNews, sondage hebdomadaire. Et cette question, êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites? Regardez ce qu'ont répondu les Français sollicités par notre institut. 61% des Français affirment être opposés à cette réforme des retraites. Quant à la question de savoir si vous approuvez ou non les blocages, eh bien c'est presque 50% des Français qui disent désapprouver ces blocages, 49% qui les approuvent. Voilà le résultat. Le gouvernement qui, donc, Jean-Sébastien Ferjou, a manifestement perdu la bataille de l'opinion. Quand on n'a pas l'opinion pour mener une telle réforme, c'est quand même très problématique. Ça dépend de la majorité que vous avez. Et ce qui est problématique pour le gouvernement, justement, c'est le fait de n'avoir qu'une majorité relative, d'avoir réussi à construire une forme de petite coalition avec l'appui des Républicains pour faire voter un texte, mais dont on voit bien que peut-être si le blocage du pays devait être massif, elle n'est pas forcément très solide. Donc oui, c'est difficile. Après, il ne faut pas s'arrêter au sondage. Vous savez, les Français peuvent aussi être contradictoires dans leurs aspirations, d'autant qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient en faveur d'une réforme des retraites, pas de celle-là. Maintenant, je pense que la manière dont elle a été présentée manque profondément de sens, de souffle. C'est une réforme qui est extrêmement comptable, qui ne s'inscrit dans aucune réflexion sur le sens du travail, qui ne s'inscrit dans aucune réflexion sur ce vers quoi va la France, face aux défis climatiques, par exemple, face aux défis comme la robotisation, face aux défis de la mondialisation. Et il y a une inquiétude des Français, une vraie inquiétude sur justement la soutenabilité de notre modèle économique. Donc raisonner uniquement en comptable par rapport à cette inquiétude, je pense que effectivement, c'est se mettre dans une position de faiblesse. Valérie Lecable, est-ce que ce sondage, pour vous, il est annonciateur d'un mouvement qui sera peut-être à la fois long et difficile pour le gouvernement ? Écoutez, on va déjà voir demain s'ils réussissent leur pari d'avoir 1 million de personnes. Après, ce qui me frappe, suivant les instituts, ils sont entre 55 et 61. Vous êtes plutôt dans la fourchette haute. 66. C'est que c'est un chiffre, certes, clair. Disons qu'approximativement 2 Français sur 3 sont opposés à cette réforme. Mais ce n'est pas un chiffre absolument considérable. À la dernière réforme des retraites, je crois que c'était la réforme Fillon, on était à 75% qui étaient opposés à la retraite. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, les Français sont opposés, mais le chiffre n'est pas absolument titanesque. Et l'autre chiffre qui est très important, c'est qu'il y a presque autant de Français qui pensent que cette réforme va passer aussi. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui va l'emporter, de l'inquiétude. Effectivement, je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que c'est uniquement une réforme comptable, c'est aussi une réforme de société, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un actif et demi qui travaille pour un retraité. 1,7 exactement, voilà. 1,7 actifs pour un retraité. Ce sera 1,5 si la réforme n'est pas faite d'ici 10 ans, me semble. Voilà, et donc, et vous savez aussi qu'il y a quelques années, on était à 4 actifs pour un retraité. Donc c'est une réforme de société de dire que si les gens ne travaillent pas un certain nombre d'années, eh bien ceux qui ne travaillent plus finiront par ne pas être payés. C'est juste mathématique, en fait. Donc, c'est pas seulement comptable, c'est une philosophie qui est de préserver... On a dit qu'on n'interrompait pas. Et vous m'avez fait perdre le fil, en fait. La philosophie de cette réforme, c'est vraiment de sauver notre système, qui est, comme vous le savez, on le dit suffisamment, un système de répartition. C'est quoi la répartition ? La répartition, c'est la solidarité dans laquelle les gens qui sont jeunes, en bonne santé et qui peuvent encore travaillent pour ceux qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils ont travaillé 43 annuités ou 45, etc., etc. Donc, philosophiquement, moi, je soutiens cette retraite. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elle est indispensable pour sauver ce système dans lequel je crois. Éric Alauzet, vous allez la voter, cette réforme, évidemment, puisque vous êtes membre de la majorité présidentielle. Mais ce chiffre, disons 2 Français sur 3 opposés à cette réforme, est-ce que ça vous fait douter ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait jamais eu une réforme des retraites, ni en France, ni partout dans le monde, qui a obtenu une majorité. Mais ça s'est parfois mal fini. Quand on demande un effort aux gens, c'est un effort. Et moi, je comprends. Il pourrait même y avoir 80 ou 90% de Français qui ne soient pas favorables. Je le comprendrais. En revanche, beaucoup et une majorité de Français comprennent la réforme. Ça va un peu dans le sens du sondage. Il faudrait faire une réforme. Et donc, il y a une espèce de déchirement. Sans doute, ils peuvent être un peu malheureux d'ailleurs pour ça. Entre l'idée que ça ne fait pas plaisir de travailler plus longtemps, mais en même temps que c'est inéluctable et qu'il faut bien qu'il y en ait qui s'y collent, qui soient peut-être un peu plus courageux que les autres, peut-être qu'il faut un peu le sale boulot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ceux qui ne veulent pas de cette réforme ne sont pas courageux ? Mais nous, il faut être courageux pour la faire.
Mais sachez que sur les 18 milliards, pour faire simple, pour l'équilibrer, il y a 2 tiers qui vont à l'équilibre, il y a 1 tiers qui va à l'amélioration des conditions pour nos concitoyens, que ce soit la situation des femmes, que ce soit la pénibilité. Plus on allonge, plus la question de la pénibilité. Mais ça reste un effort. Vous avez utilisé ce terme-là. Vous dites que les Français doivent faire un effort. Vous avez le sentiment qu'après tout ce qu'on a vécu depuis maintenant plusieurs années, les Français sont prêts à faire des efforts, ont envie de les faire? Peu importe ce qu'on a vécu, on est dans cette situation-là. Aujourd'hui, il faut bien trouver une issue. Et si on ne fait rien, on va... Alors on dit c'est trop tôt, en même temps c'est trop tôt, attendons. Et puis dans 5 ans, on dit ah ben vous n'avez pas agi, vous n'avez pas fait le travail en temps utile. On y va progressivement, justement. C'est pour commencer progressivement qu'on y va maintenant. Et donc, n'oublions pas qu'il y a 5 milliards pour améliorer la situation des gens qui partiront plus tôt, qui ont des carrières longues, de la pénibilité. C'est très important. Philippe Ballard, qu'est-ce que vous répondez à Éric Alauzet qui demande aux Français de faire des efforts? C'est une réforme injuste, inefficace et brutale. Donc, elle coche toutes les cases. On va la combattre le matin, l'après-midi, le soir et sans doute la nuit à l'Assemblée nationale. Et est-ce que vous demandez aussi à vos militants ou à ceux qui ont voté pour vous de combattre cette réforme dans la rue? Non, mais il n'y a pas d'interdit. Enfin, le droit de manifestation est reconnu par la Constitution, que je sache. Donc, effectivement, s'il y a des militants, des élus qui veulent descendre dans la rue, aller manifester... Vous les incitez à le faire ou pas? Non, il n'y a pas de mot d'ordre. C'est pas dans nos... Je ne vais pas dire nos gènes, mais nous, on va faire un combat politique autour de Marine Le Pen avec les 89 députés du Rassemblement national. Voilà. S'il y en a qui veulent aller manifester, qu'ils aillent manifester demain. S'il y en a qui veulent faire grève, qu'ils fassent grève demain. Mais ce combat politique à l'Assemblée nationale, il est perdu. Cette réforme, elle sera adoptée. Parce qu'on va revenir sur les chiffres. Attendez, on va revenir sur les chiffres, parce que 61%, c'est ça, chez vous. Les Français qui s'opposent à la réforme. 68%, il y a un autre sondage qui est sorti ce soir. Disons 2 Français sur 3. Voilà. Qui est intéressant, qui dit 66%, mais quand on rentre dans le détail, il y a 76%, les 3/4 des actifs, c'est-à-dire qui sont concernés, qui ne veulent pas de cette réforme. Parce qu'ils ont très bien compris que quand on va commencer à travailler à 20 ans, on s'arrêtera à 64 ans. Et quand on commencera à travailler à 23, 24 ans, on s'arrêtera à 67. C'est-à-dire on travaillera moins longtemps. Enfin, ça touche les classes populaires, ça touche les classes moyennes, ça touche les plus fragiles. Et on viendra sur les chiffres, je vous démontrerai que ça ne sert à rien. Mais j'entends ce que vous nous dites. Mais vous nous dites on va mener une bataille politique. Cette bataille, si je vous dis qu'elle est perdue, parce que une majorité de députés sont prêts à voter cette réforme. Écoutez, on va regarder, déjà je ne vais pas parler pour les LR, parce que moi je suis du Rassemblement national, mais vous savez, c'est la travée, ils sont à côté de moi. Je peux vous dire que ça m'étonnerait qu'ils fassent le plein des voix LR, mais je ne vais pas parler à leur place. On va proposer des contre-propositions, et puis il y a l'opinion publique. Enfin, je veux dire, si pendant des jours, on s'entête que ces sondages continuent de monter, parce que parallèlement, quand même, il y a de l'inflation, il y a les factures qui vont arriver. Le 10 du mois, moi, dans ma circonscription, les gens me disent « Moi, je ne sais pas comment je vais finir le mois. » Voilà. Et là, on met cette réforme sur la table. Enfin, juste un mot, mais moi, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, il prend un plaisir à se promener dans le pays, qui est incandescent, avec un bidon d'essence dans une main, un briquet dans un autre. Puis il dit « Tiens, allez, maintenant, on va voir ce que ça donne, quoi. » Attention. Karima Brick, ce qui semble évident, c'est qu'en écoutant ne serait-ce que les intervenants qui sont présents ce soir, on sent bien que les débats, à la fois dans l'hémicycle, à l'Assemblée, mais les manifestations dans la rue, tout ça va être quand même assez rude. Oui, ça va être assez rude. On va entendre et on va voir demain cette mobilisation, ce mécontentement des gens. Mais effectivement, la grande question, c'est combien de temps ça va durer? Toute la question est là. Demain, que les gens expriment leur colère, que ce soit rude, comme vous dites, je pense que ça fait presque partie de l'ADN de la France. Hein. C'est une hygiène sociale de sortir de temps en temps dans les rues et de montrer son mécontentement. Mais pour ce qui est de cette réforme des retraites, on oublie quand même de dire que ça va se faire sur le dos des plus jeunes générations qui paient aussi d'autres prix, j'allais dire, assez élevés, notamment sur la question de l'immobilier. Là, on parle des retraites. Donc, ce sont quand même des générations, je dirais pas sacrifiées, mais ce sont eux qui vont payer le gros prix de cette fameuse réforme. Et peut-être, quand on regarde dans l'histoire, quand même, on se dit que peut-être à l'avenir, ce seront peut-être les plus jeunes générations qui vont moins bien vivre que leurs parents. Et ça, c'est quand même quelque chose d'inquiétant. Mais qui vivront aussi peut-être plus longtemps, Valérie Lecable, les jeunes générations. Je suis désolée, Karima, mais si on ne fait pas de réforme des retraites, les jeunes d'aujourd'hui, ils auront 0 retraite. Ben, ce que je dis, c'est qu'on le fait sur leur dos. C'est exactement ce que je dis. C'est exactement le contraire. Sur leur dos, c'est eux qui vont payer. C'est exactement le contraire qui est en train de se passer. C'est-à-dire que cette réforme a pour objectif
de faire perdurer la possibilité pour les jeunes aujourd'hui de toucher une retraite un jour. Parce dans que cette sinon, logique, c'est sûr qu'ils dans cette logique, je vous dis, ça va être 67 ans pour eux. Ça va être 67 ans. Non, mais c'est déjà 67 ans aujourd'hui. Pour avoir le taux plein aujourd'hui. Philippe Ballard vous répond, Valérie Lecable. Philippe Ballard vous répond. Oui, mais moi, je ne peux pas dérouler mon raisonnement. 30 secondes, mais l'INSEE a sorti ces chiffres. L'espérance de vie, ça stagne en France. Voilà. Et pour les catégories populaires, elle baisse. Donc arrêtez d'employer ces éléments de langage qui ne valent pas d'éléments de langage. Mais si. Parce qu'on dit, on intoxique la population française en disant on vit de plus en plus vieux, donc on doit travailler de plus en plus longtemps. C'est faux. Voilà, c'est tout. Vous savez pourquoi l'espérance de vie a diminué? Parce qu'il y a eu le Covid et qu'il y a eu beaucoup de décès pendant le Covid. Regardez les chiffres de l'INSEE. Oui, mais les chiffres de l'INSEE, ils sur 10 ans. Il n'y a pas eu le Covid pendant 10 ans. Les morts du Covid. Sur 10 ans, il y a une augmentation de l'espérance de vie. Ça fait pas de toutes les façons, c'est en dehors de l'espérance de vie. Vous savez ce que c'est que les baby boomers? Vous connaissez cette expression, c'est-à-dire toute cette génération qui est née des années 60, dans les années 60, 70, 80, qui a été importante et qui aujourd'hui, 45 à 60, les baby boomers. Ces gens-là, ils sont en train de prendre leur retraite. C'était une très grosse génération. Ils ont été remplacés. Il y a beaucoup moins de générations jeunes aujourd'hui. Donc mécaniquement, pourquoi on a compris votre raisonnement, Valérie. Il faudra juste, une phrase, il faudra juste nous expliquer si on regarde les projections du corps, Conseil d'orientation des retraites, c'est pas lié au Rassemblement national, qui nous explique que tendanciellement, on va rester à 13% de dépenses du PIB. Donc tout ce que vous venez de dire, ça tombe, ça tient pas. C'est normal puisque... Pardon Valérie, il faut qu'on marque une pause parce qu'on est déjà très en retard. Donc on reprend le débat après la pub évidemment. C'est que grâce je n'ai aucune autorité, c'est terrible quand même. Je n'ai aucune autorité. Alors elle commence bien cette émission, vraiment, merci beaucoup. Vous répondrez après la publicité, c'est promis. Valérie, vous restez avec nous. La suite de nos débats animés. Donc, à tout de suite. Il est 22h30, soyez les bienvenus en direct sur CNews. La suite de nos débats dans un instant, juste après le rappel des titres. Adrien Spiteri. Volodymyr Zelensky déplore une terrible tragédie. Le président ukrainien s'est exprimé après le crash d'un hélicoptère aujourd'hui près de Kiev. Il a fait 18 morts. Parmi les victimes, des enfants et le ministre de l'Intérieur ukrainien. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce crash. Bonne nouvelle concernant les potentielles coupures d'électricité cet hiver. L'essentiel des risques est derrière nous, selon RTE. Le président du directoire du réseau de transport d'électricité s'est exprimé aujourd'hui. En cas de grand froid, quelques risques demeurent toutefois pour la deuxième quinzaine de février. Et puis accord inédit pour les chauffeurs VTC, un revenu minimum par course a été instauré. Il s'élève à 7,65 €. La mesure entrera en vigueur à partir du 1er février. À titre de comparaison, les taxis en France ont un tarif minimum de 7,30 €. Il y aura donc vraisemblablement du monde demain dans les rues. Les syndicats espèrent jusqu'à 1 million de manifestants dans les différentes villes de France. Le gouvernement reconnaît lui-même s'attendre à une première journée de mobilisation plutôt réussie pour les syndicats. Est-ce que cela signifie d'ores et déjà, Valérie Lecable, que les syndicats, pour cette première journée, en tout cas, sont en passe de gagner leur pari ? Écoutez, là où ils ont gagné leur pari, c'est qu'ils sont unis. Ça faisait des années que c'était absolument 12 pas ans arrivé. Et la réforme d'Éric Woerth. Voilà, on a vu les 8 ensemble et avec Laurent Berger de la CFDT qui lisait le texte appelant à cette journée de mobilisation. Et alors que vous vous souvenez évidemment que la CFDT, en général, a plutôt accompagné les réformes de retraite que ne s'y est opposée. Après, pour quelles raisons est-ce que la CFDT s'oppose à cette réforme ? C'est un sujet qui est très intéressant parce que moi, j'avoue que j'ai un point d'interrogation là-dessus. On se souvient qu'au dernier congrès, le Congrès a un petit peu obligé Laurent Berger à refuser un report de l'âge légal de la retraite. Congrès interne de la CFDT, oui. Voilà, il faut rappeler ça et qu'il a ça sur les épaules aussi, que c'est son mandat de refuser aussi, parce que dans la façon qu'il a de raconter les choses... Oui, mais ça signifie que les adhérents de la CFDT sont opposés à cette réforme, précisément. Ça veut dire que les adhérents de la CFDT... Mais vous savez, souvent, souvenez-vous, dans la grande grève de 95, il y a eu cette dichotomie entre la tête de la CFDT et les adhérents et la base... Donc là, on a l'impression que les syndicats
Et les hommes politiques, je me tourne vers vous, députés du Rassemblement national notamment, essayent de récupérer un petit peu cette inquiétude, cette colère, de dire oui, c'est moi qui vais vous défendre le mieux, oui, c'est moi qui essaye. Tout le monde, il y a une espèce de bagarre politique qui est en train de se jouer entre Jean-Luc Mélenchon, le Rassemblement national, la gauche, la droite et les syndicats. Donc, qui va être le gagnant de cette histoire? C'est aussi une question intéressante de ce qui est en train de se passer. Éric Alauzet, le fait de voir cette unité syndicale, qui n'est quand même pas quelque chose qui arrive souvent, on l'a dit, ça fait 12 ans que ça n'était pas arrivé, est-ce que ça suscite chez vous une forme d'inquiétude ou tout du moins une interrogation concernant cette réforme qu'encore une fois, vous allez voter, je le rappelle? Je ne suis pas surpris quand on fait une réforme d'âge, forcément que l'ensemble des syndicats et de la population n'y est pas favorable. Souvenons-nous qu'il y a 2 ans, nous étions sur une autre réforme à laquelle la CFDT adhérait, qui était la fameuse réforme à points, qui était censée instaurer plus de justice entre l'ensemble des Français. Bon, on sait ce qu'il en est advenu, mais sans doute que la CFDT a raison, puisque je partageais cette idée, est un peu orpheline de cette réforme. Donc ça... Pour elle, c'est un peu plus dur d'accepter la réforme de l'âge. Donc ça peut expliquer en grande partie cette situation. Vous dites que ça n'est pas une surprise que l'ensemble des syndicats soient trop... Donc ça signifie, ça signifie que vous assumez clairement de faire une réforme contre tous en réalité alors. On sait que c'est pas populaire. Il n'y a pas de solution autre. Est-ce que vous voulez qu'on augmente les cotisations des actifs? Je pense qu'en période de pouvoir d'achat, personne ici, j'espère en tout cas, ne va défendre qu'on la gauche propose d'augmenter les cotisations patronales. Elle dit que ça serait une autre solution. Les cotisations patronales, ça va à l'inverse de notre ambition de créer de l'emploi. Si on augmente de 0,5%, parce que c'est ça qu'il faut, les cotisations patronales, on sait que c'est 130 000 emplois en moins à l'échéance de 2030, alors que la réforme que nous faisons va augmenter la capacité à travailler et va créer à l'inverse 1,1% de croissance et 300 000 emplois. Donc c'est complètement orthogonal avec la stratégie du plein emploi qui est la nôtre depuis le début, qui reste le fil rouge Jean-Sébastien Ferjou du mandat. Mais je crois que précisément quand je parlais de comptable, c'est justement c'est une logique statique en fait, c'est une logique de tableur Excel. C'est vous faites varier les critères comme quand vous faites un business plan. Mon hypothèse de croissance, elle sera pas à 2,1, 2,2, ça fait tel résultat au bout. C'est oublier que la société, elle n'est pas ancrée à un moment dans une situation immobile. Pourquoi le système de la répartition, son vrai critère de survie, il y a à la fois la démographie, mais ça, personne ne peut le changer d'un coup de baguette magique, même avec des mesures en faveur d'une politique familiale, mais surtout c'est le contexte macroéconomique. Et là où il y a un angle mort absolu qui explique non pas la colère, parce que je pense que nous ne sommes pas dans la même situation qu'en 2010, en 1995, où il y avait une colère, il y avait un sentiment des gens qu'on était en train de casser un modèle social qui fonctionne. Là, personne ne pense que le modèle social français fonctionne. En revanche, il y a une vraie angoisse par rapport à l'avenir. Et précisément, le chiffre que vous venez d'employer, mais ça relève de la pensée magique. Dire mécaniquement, si on augmente l'âge, ça va... Oui, si toute chose étant égale par ailleurs... Oui, sauf que ça ne se produit pas comme ça parce que, encore une fois, il y a la robotisation qui a été accélérée par le Covid. Il y a le fait d'être dans une économie de la connaissance qui est plus ou moins en faveur de certaines catégories de population plutôt que d'autres. Il y a encore l'impact de la mondialisation, il y a l'impact de la disruption du libre-échange parce que les rapports avec la Chine, etc. Il y a tellement de questions qui se posent, le dérèglement climatique, tellement de questions qui se posent qui font que personne ne sait où nous allons. Et ce sens, cette question du sens qui implique aussi bien le sens du travail que finalement le modèle économique que nous voulons. Est-ce que nous considérons que le modèle de capitalisme financiarisé, mondialisé, il est soutenable? L'inquiétude, elle est là. Il y a des tas de gens, quand j'entends dire que les gens ne veulent pas travailler et que parce que personne n'a envie de travailler, mais c'est complètement faux. Il y a des gens que la retraite angoisse profondément et encore plus, je vais vous dire, quand ils ont peu d'argent, parce que quand vous êtes riche, vous pouvez aller jouer au golf et aller voyager. Mais il y a des tas de gens qui ont envie de continuer à travailler. Ils ne veulent pas, en revanche, que ce soit une logique comptable qui les expose plus longtemps à la précarité. Et ça, je n'entends pas de réponse ni chez Valérie Lecable, ni dans les arguments du gouvernement sur ce point-là. Alors, grève dans les transports, grève aussi dans les écoles et les crèches, ce qui oblige les parents à s'organiser. Reportage et exemple à Nantes avec Jean-Michel Decaze. Dans l'Ouest, les grèves toucheront particulièrement les écoles publiques et les crèches municipales. Les parents qui font appel au privé confirment qu'ils seront peu impactés, mais les autres devront parfois poser une journée de congé. On ne peut pas travailler parce qu'on a des enfants, donc c'est compliqué. Vous êtes obligé de rester chez vous? Oui, bah oui. De prendre une journée de congé? C'est ça. Les recours aux grands-parents et aux nourrices sont les solutions les plus utilisées en ces jours de grève. Il n'y a pas d'école jeudi, en tout cas pour mon fils,
qui est dans le public. La nounou est ravie de garder Auguste parce que ça va faire des activités manuelles un petit peu différentes de ce qu'elle fait d'habitude. Donc elle est hyper sympa et elle accepte de garder Auguste en plus des 2 petites qu'elle garde. Dans cette entreprise qui gère une liste de nourrices, on s'est préparé aux grèves qui s'annoncent. Les nounous sont prévenus que les familles vont avoir un besoin un peu spécifique et un peu hors standard comparé à ce qu'on fait, donc sur des demi-journées ou sur des journées complètes pour jeudi, puis pour toutes les autres journées de grève qui vont arriver. Train, après je prends le bus et après le tram. Donc à partir de jeudi c'est la grève, donc ça va être très compliqué. Pour aller garder les enfants. Voilà. Les nourrices qui pratiquent la garde à domicile espèrent arriver à l'heure chez les parents. Bon, on a donc compris que ce serait une journée de galère demain, pour reprendre les termes utilisés même par le ministre des Transports, qui a parlé de jours de galère dans les transports demain. Mais est-ce qu'on sait combien ça coûte à l'économie française une journée de grève comme celle-là? Parce que les parents qu'on vient d'entendre, là, ils doivent aussi poser des jours de congé pour garder les enfants. Est-ce que ça a un impact, Jean-Sébastien Ferjou, sur l'économie française, sur la création de richesse en France? Non. Enfin, oui, ça en a un. C'est neutre. Le jour même. Mais non, c'est neutre quand vous vous projetez dans le temps, parce qu'il y a toujours un effet de rebond. Par exemple, les ventes qui ne sont pas faites sur une journée. Alors, il y a des gens pour qui ça n'est pas le cas. Je vous parle en moyenne pour l'économie française. Un restaurateur, les gens, ils vont pas venir déjeuner 2 fois le jour d'après. Donc, il y a des cas très spécifiques, encore plus quand il y a de la casse où effectivement ça coûte. Mais si vous raisonnez sur la totalité de l'économie française, même des conflits assez longs, en général, il y a toujours un rebond sur le trimestre qui suit. Mais c'est pas parce que la moyenne est bonne qu'il faut oublier ceux qui en pâtissent. Parce que je peux avoir les pieds dans le four, la tête dans le frigo, ma température sera bonne, mais enfin, pour le coup, j'aurais quand même très chaud. Oui, c'est vrai, Philippe Ballard, qu'on interrogeait aussi les commerçants qui se trouvent sur le parcours, qui se disent combien on va avoir de manifestations, est-ce qu'on va trouver de fermer les commerces? On a déjà fermé il y a 2 ans maintenant, plus de 3 ans, 4 ans, pour les gilets jaunes, on a fermé pendant le Covid, on a perdu beaucoup d'argent, et ils se disent là, on va devoir recommencer à fermer 1 journée, 2 journées, 3 journées. C'est angoissant, ça aussi, pour eux. Oui, mais je pense qu'avec Emmanuel Macron au pouvoir, ils ont perdu beaucoup ces 6 dernières années, quand on voit le prix de l'électricité notamment. Donc, franchement, il s'agit de quoi demain? De sauver un système. Parce que la majorité nous dit qu'il faut sauver le régime. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Régime qui était en excédent d'ailleurs en 2022, soit dit en. De manière un peu exceptionnelle. Si donc, ça ne va pas durer selon le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui prévoit un déficit de plusieurs dizaines de milliards. Alors, se projeter à 5, 10, 15, 20 ans en matière économique. Ce sont les chiffres. Prenez-long. Avec la démographie, oui, alors, il faudra parler de démographie d'ailleurs. Parce que la politique familiale d'Emmanuel Macron et de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, mais enfin au moins pour les 2 derniers, c'est 0, double 0. Et ça, c'est juste ce. Oui, on ne va pas refaire le débat sur la natalité qu'on a eu hier soir par ailleurs, même si c'est lié. Qui est fondamental. D'accord, il est lié. Surtout avec l'INSEE, vous avez vu les chiffres de l'INSEE, on n'a jamais fait aussi peu d'enfants depuis 1946. Oui. Mais ça, c'est juste avoir de la volonté, du courage politique, se projeter à 20, 25 ans, parce que la natalité, c'est ça. Et là, tous les gouvernements qui sont succédés, c'est des court terme, ils sont court-termistes. Eux, ils veulent une réforme à 3, 4, 5 ans, vite fait, bien fait, hop, pesé, emballé. Alors là, on nous dit, il faut sauver le régime parce qu'il y aura 12 milliards d'euros de déficit. C'est quoi d'ailleurs? C'est 1,5 point de PIB. D'accord? On risque de mettre le pays sans dessus. En 2025, le corps dit en 2050, on sera à 50 milliards de déficit. Donc, non mais d'accord, mais par an, c'est 10-12 milliards, c'est 345 milliards. Non, en 2050, ce sera 50 milliards par an. Est-ce que vous cumulez là? Non, moi je vous dis, en 2050, ce sera 50 milliards d'euros par an, Philippe Ballard. Tous les ans, c'est 10-12 milliards, c'est-à-dire 1,5 point de PIB. Sur 345 milliards de prestations. D'accord? Et alors, en termes de déficit et de dette, moi je pense que là, on sait à qui on parle avec la majorité. Le déficit du budget qu'on a voté, enfin non, on ne l'a pas voté parce qu'il y a eu le 49.3, c'est 165 milliards d'euros pour une année. 165 milliards. La dette cumulée sur le précédent quinquennat, c'est 600 milliards d'euros. C'est 600 milliards d'euros. On va emprunter 270 milliards d'euros sur les marchés financiers. L'année prochaine, on est champion d'Europe, on n'est pas champion du monde. Avec vous, on est champion d'Europe. Et le déficit commercial, c'est 165 milliards d'euros de déficit. Donc quand vous ne Philippe Ballard, excusez-moi. On ne sait toujours pas ce que vous proposez. Non, Philippe Ballard, vous êtes très fort. Non, mais on ne vous comprend pas, c'est impossible. On ne va pas continuer le débat comme ça, donc vous parlez, désolé, mais là les téléspectateurs ne comprennent rien. Je vais donner quelques chiffres qui prouvent l'incompétence. Et Éric Alauzet, je vous réponds, ça sera plus simple. Déficit budgétaire, 165. Dette du précédent quinquennat, 600 milliards. On va emprunter 270 milliards d'euros sur les marchés financiers en une année, et on peut rajouter même le déficit commercial. Allez, Éric Alauzet vous répond. Non, mais vous ne savez pas gérer, quoi, clairement. Vous mélangez tout.
On ne peut pas comparer le déficit de l'État, dont une partie sert quand même à investir pour l'avenir, avec le déficit des régimes sociaux qui doivent être équilibrés par nature. C'est comme le budget d'un ménage, entre ce qu'on gagne dans l'année et ce qu'on dépense, ça doit être équilibré. On ne peut pas projeter aux générations futures qui auront déjà du mal à assurer leur retraite. Si on ne fait rien, c'est 15% de retraite en moins pour nos jeunes, et pour les jeunes retraités et pour nos plus jeunes, d'ici une trentaine d'années. Donc on ne peut pas rester sans rien faire. Vous ne proposez absolument... Valérie Lecable. Je peux vous donner. La natalité. Valérie Lecable qui veut s'exprimer. On est quand même dans un pays où il y a deux partis d'opposition qui sont le Rassemblement national et la France insoumise, et là je les mets quelque part au même niveau, qui osent aujourd'hui dire il faut faire de toute façon la retraite à 60 ans. Moi je me dis, laissez-moi finir de parler 2 secondes. C'est fake news là, pardon. Mais on ne peut pas discuter si Marine Le Pen ne s'est pas prononcée pour la retraite à 60 ans. Si on a 17 ans, 20 ans, si on commence entre 17 et 20 ans, sinon c'est 42 annuités et on ne touche pas à l'âge légal à 62 ans. Voilà. Ok, donc on ne touche pas à l'âge légal. Oui, Autant pour moi, d'accord. Enfin bon, qui refuse en tout cas de voir le problème en face, qui est juste un problème de société, qui n'est pas un problème comptable. Je suis d'accord, parce que tous ces chiffres, on les jette à la figure de tout le monde qui n'y comprend strictement rien. On est juste dans un pays qui vieillit, qui va avoir des gens à la retraite pendant 30 ans. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent à la retraite pendant 30 ans. Et s'il n'y a pas des gens qui travaillent plus longtemps pour financer ceux qui ne travaillent plus et qui vont vivre plus vieux, on ne va pas s'en sortir. Et moi, je me dis, si j'étais Emmanuel Macron aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas été au bout de ma volonté à l'automne quand il voulait passer en force ? Parce que de toute façon, dans ce pays, discuter, ça ne sert à rien. On en est exactement au même point. On va avoir 1 million de personnes dans la rue. Il a dit, tout le monde lui est tombé dessus, François Bayrou, puis Elisabeth Borne, puis etc., en disant il faut discuter, les syndicats, les machins, etc. Ils ont quand même rajouté le minimum vieillesse, la pénibilité, le départ plus tôt pour les gens qui commencent jeunes. Il y a tout un tas de mesures qui ont été rajoutées pour au moins 3 ou 5 milliards d'euros. Je ne connais plus les chiffres, on est perdu dans ces chiffres. Tout le monde s'en fout, en fait. Toutes ces discussions n'ont servi strictement à rien et ça va être un bazar pas possible. Philippe Ballard. Donc ça lui donne a posteriori raison. Il aurait dû y aller tout de suite. Voilà. On en aurait moins parlé et ça aurait été moins mauvais pour la majorité que ce qui est en train de se passer. Et je peux vous rappeler ce que disait Emmanuel Macron en 2018 ? Voilà. Aller au-delà de 62 ans, c'est impossible. Oui, mais ça, vous pouvez trouver. Ah bah c'est ballot, hein. Et Marine Le Pen, elle ne s'est jamais contredit. Enfin, non, mais enfin là, franchement, lui, il est au pouvoir. Il a l'Élysée. Non, mais attendez, Fiba. Je ne suis pas en train de défendre Emmanuel Macron. C'est pas du un peu quand même. Un peu quand même, Valérie. En tout cas, vous défendez la réforme. Vous y êtes favorable. Voilà, mais vous avez le droit. Vous avez le droit. Oui, mais j'étais favorable à la réforme Fillon. Bon, allez, je veux qu'on avance. Je veux qu'on avance. L'enjeu. Je suis favorable. On a compris que vous étiez favorable à la réforme. L'enjeu demain, évidemment, au-delà du nombre de manifestants. Des retraites, mais l'enjeu demain, au-delà du nombre de manifestants, ce sera la sécurisation de cette manifestation, Valérie. Il y aura des casseurs, prévient Gérald Darmanin, qui annonce la mobilisation de 10 000 policiers et gendarmes. Écoutez le ministre de l'Intérieur. On a, d'après les informations des renseignements, un petit millier de personnes à Paris qui pourraient être violents. Alors soit c'est des ultra-jaunes, comme on dit, ou des ultra-gauches. Et donc, il nous faut absolument distinguer ceux qui viennent dans les manifestations et qui sont l'immense majorité, j'imagine, bien évidemment, qui veulent juste exprimer une opinion politique, leur opposition à la réforme des retraites, et c'est bien légitime en démocratie, et ceux qui veulent casser. 1 millier de casseurs potentiels, Jean-Sébastien Ferjou. Ils viennent d'où d'abord ces casseurs ? Ce sont ceux qu'on appelle les Black Blocs, mais qui sont-ils ? Je crois qu'il y a 2 choses différentes. Il y a les Black Blocs qui sont très structurés, très organisés, qui ont un projet très clair, qui n'a pas grand-chose à voir avec la réforme des retraites en soi, qui est de mettre à bas le capitalisme et de mettre à bas le système de la démocratie parlementaire. Et puis après, il y a une zone de flou. Il y a une zone de flou qui s'est inscrite, et on l'a vu notamment avec les Gilets jaunes, de gens qui ont compris que la violence pouvait être un moyen d'obtenir des résultats politiques, puisque ça a été le cas objectivement, factuellement, pendant les Gilets jaunes. On peut s'en désoler, mais factuellement, ça a été le cas. Et donc c'est dans cette zone grise là qu'on ne sait pas exactement où ça peut aller, et que je trouve qu'un certain nombre de discours de la CGT notamment ont été irresponsables, parce que la CGT, effectivement, c'est pas très grave même dire, comme Philippe Martinez ce matin, on va aller visiter les maisons des milliardaires. On va en parler dans un instant. C'est juste pour couper l'électricité, personne ne va en mourir. En revanche, ignorer que ce type de propos-là s'inscrit dans ce contexte-là où on a vu des potences avec des effigies d'Emmanuel Macron, ce contexte où on a vu aussi des déferlements parfois d'antisémitisme et une violence, une envie d'en découdre, de mettre à bas les institutions. Je trouve que ça n'est pas très malin de la part, pour le coup, de syndicats qui, me semble-t-il, quand même restent républicains, d'ignorer le fait que ces propos, ils entrent en résonance avec ça, et qu'il y a cette zone grise et cette colère qui existe dans le pays,
qui peut justement être distincte de celle des Black Blocs. Karim Abric, l'enjeu autour des questions de sécurité, il est important pour le gouvernement, bien sûr, mais aussi pour les syndicats, parce que si ça dégénère, ça pourra rendre ces manifestations et le mouvement impopulaire et réduire le nombre de participants lors des prochaines manifestations. Donc c'est important pour les syndicats. Oui, parce qu'au final, ça peut être contre-productif pour leur propre cause, mais en même temps, je trouve qu'il y en a qui ont certains propos. Quand on a écouté, c'était la CGT Énergie des mines, je crois, quand on a entendu, je pense que c'était le porte-parole qui a parlé de coupure et que s'ils n'étaient pas d'accord, certains élus, s'ils n'étaient pas d'accord avec eux, en fait, on s'occuperait d'eux. Ils s'occuperaient d'eux. Donc, on est quand même dans l'intimidation, je veux dire, c'est quand même, et même de menaces à peine voilées. Alors non, moi, je pense que c'est contre-productif d'aller dans cette direction. Cela dit, ce genre de manifestation, on s'entend, c'est Mardi Gras là, pour les casseurs, pour tous ceux qui ont envie d'aller en découdre, qui ont la haine du flic, qui ont la haine du bourgeois. Alors, on sort et c'est la fête. Et effectivement, on parle d'à peu près 1000 individus, nous dit Gérald Darmanin, qui ont un profil assez menaçant. Et pour ce qui est de la réponse policière, pour l'instant, 10 000 policiers qui seront déployés, mobilisés sur toute la France, à peu près 3500 à Paris. Et pour faire juste une petite comparaison, ça ressemble quand même en termes de chiffres, en termes de nombre, à ce qu'il y avait pour le match de la Coupe du Monde pour la demi-finale France-Maroc. Donc, on voit ce qui est déployé pour cette manifestation. Alors, je veux qu'on écoute à présent Alain Boer, qui était ce matin l'invité de Laurence Ferrari et qui évoquait la vision qu'il avait des discussions et des concertations qui se déroulent traditionnellement en France. Écoutez. C'est la différence de la plupart des autres pays. On négocie d'abord et on se tape après. En France, on se tape d'abord et éventuellement on négocie ensuite. On a bien négocié quand même sur les retraites. Je ne sais pas ce que pensent les syndicats. L'État pense qu'il a beaucoup, enfin le gouvernement pense qu'il a beaucoup négocié et qu'il a beaucoup dialogué pour arriver au point de départ qui était celui qu'il voulait une année près. Mais les organisations sont là. Alors aujourd'hui, on est dans un état nouveau. Depuis une trentaine d'années, on a des gens qui viennent surfer sur la manifestation et qui n'ont pas grand-chose à voir avec la revendication. Ce sont des gens qui viennent affronter la police, qui utilisent la manifestation pour l'affrontement et pas pour la discussion, la négociation ou la revendication. Éric Alauzet, vous partagez cette réflexion. C'est vrai qu'on a un peu le sentiment qu'en France, on va tout de suite quand même très rapidement vers des confrontations assez frontales en réalité. Oui. D'ailleurs, moi, je n'ai pas attendu ces manifestations pour voir mon compteur débranché par des salariés d'EDF. Le compteur de votre domicile personnel ou de permanence? La permanence parlementaire. Lors d'une précédente manifestation. On vous a déjà coupé l'électricité? Bien sûr. Mais on voit qu'à chaque étape, on franchit des seuils supplémentaires dans la violence déjà verbale à travers les réseaux sociaux et ça se traduit après dans la rue. Mais ça devient difficile pour tout le monde. Ça devient difficile et pour les manifestants et les syndicats qui peuvent se voir débordés par des extrémistes. Ça devient très difficile pour la police aussi. Historiquement, la police avait une stratégie qui était d'être face aux manifestants. Dans un deuxième temps, elle se retrouvait sur les côtés des manifestants et maintenant, elles sont au milieu des manifestants. Et donc, c'est extrêmement difficile pour eux aussi. Donc tout le monde est en risque dans ces nouveaux modes de manifestation, aussi bien les syndicats avec les manifestants que les policiers. C'est un vrai problème. Et effectivement, malheureusement, souvent, ça dégénère. Et je suis bien d'accord avec vous, au détriment finalement de ceux qui manifestent. Voilà, donc, on sent bien, Jean-Sébastien Ferjou, qu'il y a une tension quand même qui est de plus en plus palpable, qu'il y a des manifestants qui sont quand même très déterminés, des syndicats qui utilisent des mots qui sont des mots pour le moins forts, parfois un peu violents même. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore trouver un compromis ou que c'est trop tard pour ça et que maintenant le bras de fer est engagé et qu'il ira jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'un des deux camps recule en réalité? Je crois que quand on regarde bien le front syndical, il n'est pas absolu non plus. Il l'est pour la journée de demain. Laurent Berger, me semble-t-il, n'a pas dans l'intention de s'inscrire dans un conflit qui viserait à un blocage total du pays. Donc il y a une vraie différence de sensibilité sur la suite de ce que pourrait donner la journée de demain. Donc il y a toujours des marges de négociation, mais j'ai l'impression que le calcul, malgré tout, du gouvernement n'est pas spécialement d'essayer de concerter plus que ce qui a déjà été fait. Il est plutôt d'essayer de miser sur une majorité parlementaire, de trouver une majorité parlementaire, notamment à travers un accord avec les Républicains, et de dire le débat sera relativement limité. Il y a 50 jours qui vont être consacrés à ce débat-là.
passons-y, et puis serrons les dents en attendant, en misant sur le fait que les Français soient résignés. Parce qu'encore une fois, j'y reviens, ça n'est pas pareil un contexte de colère sociale et un contexte d'angoisse. Alors personne, et certainement pas moi le premier, n'est capable de dire quel est le cocktail, quelle est la proportion de colère et quelle est la proportion d'angoisse. Mais quand vous êtes dans un contexte d'angoisse, ça n'est pas la même chose qu'un contexte de pure colère. Oui, parce qu'on sait, que cette réforme, elle ne sera pas adoptée dans le meilleur des cas avant 2 mois. Ça veut dire, Valérie Lecable, qu'on va avoir des manifestations, des grèves et quelques blocages, même si ce sont des grèves perlées, des manifestations 1 fois, 2 fois par semaine. On va avoir ça pendant 2 mois, pendant tout le temps du débat parlementaire ? Écoutez, c'est tout l'enjeu de compter les troupes demain. Je crois que les syndicats et les hommes politiques attendent de savoir combien il y aura vraiment de personnes dans la rue, parce que pour l'instant, on parle beaucoup sur les plateaux de télévision, mais en vrai, personne ne sait exactement comment les choses vont se passer. Visiblement, la police, j'entendais la porte-parole tout à l'heure, a reçu la consigne de laisser les gens manifester quand même tranquillement au maximum des possibilités, parce que c'est important que les gens s'expriment aussi. Je veux dire, ils ne sont pas contents, ils sont dans la rue, ils ont le droit, et c'est très, très important qu'ils s'expriment. Après, il y a déjà certains syndicats qui ont déjà mis en place toute une stratégie pour poursuivre en fait les manifestations, les blocages, pour avoir des événements un petit peu tous les jours. On va écouter Philippe Martinez dans un instant. Exactement, je crois qu'il y a déjà un plan, mais même l'UNSA, même des syndicats qui sont moins déterminés d'habitude que la CGT, il y a une espèce d'unanimité syndicale, ça c'est vrai. Et la chose qui n'est pas facile à comprendre maintenant, c'est est-ce que la population va suivre ces syndicats, parce que cet enjeu politique dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est-à-dire que il y a le président de la République qui part sur une réforme et on voit bien qu'il y a une tentative de récupération de l'opposition à la réforme, en fait. Que ce soit le Rassemblement national, très clairement, qui est dans cette stratégie-là, que ce soit Jean-Luc Mélenchon aussi, qui est dans cette stratégie-là, que ce soit les syndicats. Il faut prendre le contexte particulier, et Philippe Martinez et Laurent Berger, c'est leur baroud d'honneur, ils s'en vont après. Vous parlez de récupération de la part des politiques. C'est fort ce que vous dites, parce que dans le programme du Rassemblement national comme de la France insoumise, ils se sont toujours opposés à cette réforme, l'âge de départ. C'est de la récupération, ils font de la politique, tout simplement. Ils sont dans l'opposition, ils s'opposent. Attendez, Yann Usaï, il ne vous a pas échappé que c'est la première fois qu'il y a un parti dans ce pays qui conteste à la gauche l'opposition politique à la droite. Ce n'était jamais arrivé. C'est la première fois, parce qu'il y a beaucoup de députés, il y a 89 députés. Et qui a toujours contesté cette réforme des retraites. Et parce qu'il y a une stratégie. Oui, mais l'opposition, elle a toujours été historiquement en France, l'opposition, à part de rares exceptions dont on parlait tout à l'heure. Je ne comprends pas où vous voulez en venir en réalité. Ce que je veux en venir, c'est que là, il y a la bataille de 2027 qui est déjà en train de se jouer, en fait. C'est-à-dire que ils représentent leurs électeurs, oui, c'est logique, c'est pas de la récupération. Comme le Rassemblement national a une stratégie payante d'aller chercher l'électorat populaire, il y a une rivalité, disons, entre le Rassemblement national et Jean-Luc Mélenchon pour aller récupérer cet électorat. Alors, moi, je m'inscris en faux sur le mot que vous employez. On ne fait pas de récupération. Non, on représente nos électeurs. Vous savez, quand je vais dans ma circonscription, moi, les gens, et c'est pas nouveau d'ailleurs, en juin, moi, j'ai été élu avec 56% des gens, ils me disaient, mais on compte sur vous pour barrer la route à Macron. Voilà. Et là, maintenant, on est en janvier, et ils me disent, mais battez-vous pour ne pas que cette réforme soit appliquée. Et des gens, enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, moi, il y a des travaux dans ma vie. Ils refont l'assainissement. Et il y a des gens, ils m'ont identifié. Avant-hier, ils m'arrêtent en me disant, bon, monsieur le député, on compte sur vous. Alors, du coup, je me fais un peu l'avocat du diable et je reprends quelques éléments de langage de la majorité. Je leur dis, oui, mais il y a un compte pénibilité, carrière longue. Mais ils me disent, mais à 45 ans, à 50 ans, nous... l'hiver, l'été, on est dehors, on creuse des tranchées, donc non. Mais tout le monde est d'accord avec ça. Et la pénibilité, il y a 15 000 personnes depuis 2015 qui sont parties. C'est de la poudre aux yeux. Donc, on ne fait pas de la récupération, on représente nos électeurs, on va le faire. Il y a 4 Français à l'Assemblée nationale. Non, mais il y a 4 Français sur 10 qui partent avant l'âge légal, vous le savez ça quand même. Karim Abric. Mais aujourd'hui, c'est 63 ans. Ah non, c'est 63 ans, le départ moyen de l'âge. Et il y en a un sur deux. Non, dans le privé, Pardon, on ne va pas rentrer dans une bataille de chiffres. Enfin, il y a juste un Français sur deux qui liquide sa retraite, comme on dit, qui n'est plus en activité. C'est-à-dire que là, on va accroître l'âge, on va les retrouver à Pôle emploi, on va les retrouver travailler handicapés. Le travail des seniors est un point important de la réforme. Les déficits et la dette, ça n'aura aucun impact. C'est pour ça qu'on une mesure complètement inefficace. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se disent, de toute façon, Emmanuel Macron est décidé à faire passer sa réforme. Alors,
l'intention ne va pas ça dans semble la assez rue. évident, oui. Exactement. Donc, si c'est peut-être notre seul espoir, se disent-ils, à tout le moins, peut-être est-ce qu'on peut faire basculer sa décision. Pour le moment, rien n'est moins sûr, mais en tout cas, c'est comme le seul espoir qu'on peut encore avoir. Donc, pour les syndicats, tout se joue aussi pour eux. C'est une façon de reprendre un certain pouvoir qu'ils ont perdu, de redorer leur blason. Parce qu'on a dit souvent au cours des derniers mois qu'ils avaient perdu des plumes. Ils représentent, dans certains cas, c'est à peu près 10 % les syndicats de travailleurs en France, peut-être 20 % à peu près dans la fonction publique. Donc, pour certains Français, ils ne représentent plus grand monde, en fait, les syndicats. Souvent, ils ont une capacité de blocage qui est absolument immense. Donc, on l'a vu l'automne dernier avec le blocage avec les raffineries. Ils avaient très, très mauvaise presse. Donc, en ce moment, ils ont plutôt l'impression qu'ils peuvent redorer leur image. Donc, eux aussi ont beaucoup à jouer là-dessus. Et pour les partis politiques, c'est une façon d'avoir peut-être l'impression qu'ils peuvent faire changer le cours des choses. Donc, effectivement, ça va se jouer dans la rue et on retient un peu le souffle pour savoir combien de temps ça peut durer, ce mécontentement, ce fameux blocage. On retient notre souffle. C'est bien résumé, Éric Alauzet. On a démarré l'échange sur les propos d'Alain Bauer tout à l'heure. Oui, comment on négocie dans ce pays qui disait effectivement on se bat et ensuite on négocie. Et vous disiez vous tout à l'heure, à juste raison, peut-être qu'il fallait pas négocier, ça sert à rien. Et c'est vrai que souvent c'est une déception, c'est un peu un jeu de dupes les négociations. Parce que les négociations c'est quoi? On ne les écoute pas, on ne vous écoute pas. Faut écouter quoi? Que 65 ans ça va pas, que 64 ans ça va pas, que 63 ans ça va pas, et donc il n'y a plus de réforme. Donc si c'est ça la négociation, il n'y a plus de négociation. Et quand on parle, il y a un vrai travail qui se fait que vous ne voyez pas, vous, sur la pénibilité, sur les carrières longues. Sachez-vous, vous savez que 40% des Français ne seront pas pénalisés par la nouvelle réforme, partiront du fait de la pénibilité, du fait de l'âge, du fait des carrières chez des femmes qui seront corrigées. On va prendre en compte les trimestres, par exemple. C'est sémantiquement intéressant, pénaliser. Oui, vous auriez pu dire ne seront pas concernés. Non, ne seront pas touchés, vous auriez pu dire oui, plutôt pénalisés. Peut-être, mais il faut dire les mots tels qu'ils sont. Voilà. Donc c'est pénalisé, alors c'est le mot. Alors. Mais non, mais quand on travaille plus, ne jouez pas avec les mots. Quand on travaille plus, il faut dire les choses telles qu'elles sont, bien sûr, et je comprends la situation des Français, mais il faut être responsable. Voilà. Et il n'y a aucune autre solution. Votre solution de natalité, c'est pour dans 20 ans, et il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement de natalité dans notre pays. Pas pour la retraite. Tous les pays où il y a des retraites, comme en Chine, eh bien, on ne fait pas d'enfants. Quand il y a des retraites, on fait plus d'enfants. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, l'immobilier par exemple. Allez, mais on peut faire il y a des tas de choses. Mais le problème, c'est justement de se concentrer sur des mesures de productivité. Il est bientôt 23h. On s'interrompt un court instant et on reprend ces débats extrêmement intéressants juste après le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri. Une personne arrêtée est placée en garde à vue dans le Rhône pour homicide volontaire. L'arrestation fait suite à la découverte de restes humains dans une canalisation d'un immeuble de Saint-Priest. Une scie électrique a également été retrouvée à proximité du bâtiment. Le suspect est connu pour des troubles psychiatriques depuis plusieurs années. 10 000 employés licenciés chez Microsoft. Le géant informatique américain invoque l'incertitude économique et les changements de priorité de ses clients. L'entreprise prévoit également de réduire le nombre d'espaces de travail. Depuis plusieurs semaines, le secteur de la tech est touché par plusieurs grands plans sociaux. Et puis l'équipe de France de handball bat le Monténégro au championnat du monde. Une victoire 35-24. Les Bleus réussissent leur entrée dans le tour principal. Ils pourraient se qualifier en quart de finale en cas de victoire au prochain match. Pour cela, il faudra battre l'Iran ce vendredi. Vous parliez, Éric Alauzet, des négociations, des concertations qui ont eu lieu ces dernières semaines. On va écouter le ministre de l'économie qui, ce matin, affirmait à nouveau que le gouvernement avait fait d'ores et déjà beaucoup de concessions. Écoutez. Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir quand une partie du peuple français manifeste ses convictions. C'est là encore parfaitement légitime. L'incidence sur le contenu de la réforme, il dépendra des débats parlementaires. Pas de la rue. Mais la rue, les manifestations, les messages qui sont envoyés, nous écoutons tout. Et nous l'avons fait depuis des semaines. Enfin, la Première ministre, depuis des semaines, a reçu les organisations syndicales, a écouté. Elle a reçu les formations politiques, l'opposition. Elle a écouté. Et du coup, elle a fait une proposition de réforme avec le président de la République qui est différente de celle que nous avions proposée, qui est sans doute plus juste, plus équilibrée que ce que nous avions prévu au départ. Vous avez le sentiment, Jean-Sébastien Ferjou, que le gouvernement a écouté ? Il a écouté l'ambiance, l'atmosphère générale. C'est pas l'âge de 65 ans qui a été retenu. Personne n'en doute. Probablement a-t-il mis un peu plus l'accent sur les mesures
dite sociale, justement, d'appréciation de la pénibilité, d'appréciation des carrières longues. Après, la démocratie sociale française ne fonctionne pas. Enfin, de toute façon, elle ne fonctionne pas. Ça n'est pas une nouveauté, c'est pas ce quinquennat-là en particulier. En revanche, dans ce quinquennat en particulier, on a vu un Emmanuel Macron qui avait tendance quand même à ignorer très largement les corps intermédiaires, qu'il s'agisse du Parlement ou qu'il s'agisse des syndicats de manière générale. Alors, Emmanuel Macron n'est pas responsable de l'état des partis et n'est pas responsable de l'état des syndicats, mais il n'a rien investi non plus, parce qu'il a même plutôt joué une forme de bidulisation de la vie politique en inventant des conseils nationaux de la refondation ou je ne sais quelle autre instance, alors que tout simplement il y a parfois des lieux de co-construction qui peuvent exister et qui existent déjà. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Regardez juste une statistique. En Suisse, vous savez combien il y a de jours de grève pour 1000 jours travaillés en France ? C'est 114. En Suisse, il y en a 1. Est-ce que quelqu'un peut sérieusement soutenir qu'il n'y a pas d'acquis sociaux en Suisse? Oui, mais ce n'est pas le même contexte social en Suisse non plus. Enfin, la situation n'est pas la même économiquement. Il y a quand même de grosses différences entre nos deux pays. Les Allemands ne vivent pas sur une autre planète. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des droits sociaux, des acquis sociaux dans des pays qui ne sont pas la France, que la France, malheureusement, ne sait pas. Mais de part et d'autre, il n'y a pas de démocratie sociale. La démocratie sociale ne fonctionne pas. Elle a besoin d'être fondée. Valérie Lecable. 2 secondes. La question qu'on peut se poser, c'est sur cette histoire de valeur travail, effectivement. Parce que le Covid a tout changé sur le travail. On n'en parle pas là, mais moi, je pense que c'est très important, quand même. Il y a des gens qui ont passé presque 2 ans à ne pas pouvoir travailler, ce n'était pas de leur fait, mais à toucher de l'argent quand même, le quoi qu'il en coûte, etc. Et on a quand même l'impression aujourd'hui que, et y compris dans ce que vous dites, excusez-moi de le dire, mais quand vous dites pénaliser, etc., la valeur travail n'est plus ce qu'elle était. Et la valeur travail, je vous rappelle qu'à gauche, elle est très importante aussi, cette valeur travail. Le travail, c'est la dignité. Si vous écoutez un Fabien Roussel, par exemple, qui était ce matin sur France Inter, il va vous expliquer qu'il faut que les gens puissent travailler le plus possible, le plus tard possible, que c'est la fierté d'un travailleur. Sandrine Rousseau, vous direz que le travail, c'est une valeur de droite, par exemple, voyez. Pas que, justement. C'est ce que je vous dis, c'est une valeur aussi de droite, mais c'est aussi une valeur de gauche, en fait. Et la question que je me pose, moi, en entendant tout ça, c'est est-ce que ce Covid ne nous a pas fait perdre, d'une certaine façon, une partie de cette valeur travail, et au lieu qu'on cherche... Parce que, par exemple, dans la réforme... Non, mais j'entends ce que vous dites, Valérie, pardon, j'entends ce que vous dites, mais c'est une chose de travailler, et c'est une autre chose de s'épuiser au travail, comme peuvent le faire certaines catégories de la population, dans des travails particulièrement difficiles, à qui on va demander de travailler plus. C'est 2 choses différentes, mais vous avez tout à fait raison, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, et le cas peut-être de ceux qui s'opposent en partie à cette réforme. C'est ça qui est terrible, c'est que ceux qui sont les plus pénalisés par cette réforme, ce sont ceux qui ont les travaux les plus durs, ceux qui ont commencé à travailler. Non, c'est faux. Mais si. Non, c'est faux. Vous commencez à... Alors attendez, vous me dites, vrai ou faux? Si je commence, avec votre réforme, on commence à travailler à 20 ans, on part à 64 ans, vrai ou faux? Et avec la vôtre? Attendez, vrai ou faux? Non, mais attendez, répondez-moi. Je vous parle. Répondez, monsieur Alosier, répondez. Pardon? Répondez à la question qui vous est posée. Oui. Vous avez 43 ans de cotisation? 44. Non, c'est 44, là, la réforme. Pas 20 ans. Non, mais si, c'est 40. Mais si. Mais lisez, attendez, pardon, mais enfin, j'ai quand même été publié. Bon, voilà. Merci. Sans la réforme. Non, mais attendez, c'est vrai ou faux ce que je viens de dire? La réforme Touraine. Chers collègues. Sans la réforme. On commence à 20 ans. Allez, on laisse Eric Alosier répondre. Oui, mais répond pas. Allez, répondez. Allez-y. Nous raconte des histoires, là. Non, vrai ou faux? Laissez-le répondre. La proposition, là, de partir à 60 ans, elle s'est rattrapée au filet, Marine Le Pen, en disant oui, c'est seulement pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans. Mais au départ, c'était 60 ans pour tout le monde. J'aime bien que les gens s'en rappellent. Mais il y a la réforme Touraine qui existe déjà. Et ça, c'est pas notre réforme qui la met en place. La réforme Touraine, c'est 43 ans de cotisation. Autrement dit, des jeunes aujourd'hui qui ne travaillent pas, qui ne commencent pas à travailler avant 21 ans, ont déjà 64 ans. Il faut dire la vérité aux gens. Et c'est sans la réforme. Et donc, si vous travaillez à 22 ans, c'est 65 ans. Il n'y a pas répondu, hein. Voilà, et ça... J'attends ma réponse. On commence à 20 ans, on finit à 64, on est d'accord. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Il y a quelques cas particuliers. Mais on commence à 18, on finit à 62. Et je vais poser une deuxième question. Si vous commencez à 23 ou 24, vous arrêtez à 67. C'est-à-dire qu'en annuité, vous aurez moins travaillé. Alors que vous aurez fait, a priori, comme vous aurez fait les études, un travail un peu moins pénible, vous serez chauffé dans un bureau l'hiver, et l'été, vous aurez la clim. Il faut qu'on avance. Toujours pas répondu. Non, Valérie, pardon. 20 ans, je suis né à 64. C'est ça la réalité.
Allez, il faut qu'on avance parce qu'il ne reste malheureusement plus qu'une demi-heure d'émission. Il y en a beaucoup de sujets encore à aborder. Pour mettre un peu plus la pression sur le gouvernement, les syndicats qui agitent, je vous le disais, donc la menace des blocages. Philippe Martinez souhaite que la grève soit reconductible, je cite, partout où cela sera possible. L'intersyndicale devrait se réunir très vite après la journée de mobilisation de demain pour décider de la suite du mouvement. Écoutez à ce sujet ce que disait ce matin Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. C'était à l'issue du Conseil des ministres. Demain, une journée de mobilisation à l'appel des syndicats aura lieu. C'est un mouvement qui correspond à une expression démocratique que nous respectons bien entendu. C'est d'ailleurs un temps qui est protégé par la Constitution. Et parce que je connais ce sens des responsabilités, parce que je connais le quotidien très éprouvé déjà des Français, nous espérons que cette expression populaire ne se transformera pas en blocage. Être capable de contester, de manifester, de débattre, oui. Bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français, non. Philippe Ballard, est-ce que vous avez le sentiment qu'un scénario à la 1995, c'est quelque chose qui est possible, qui est crédible, qui est probable ? Je crois que là, tout le monde autour de la table, personne ne peut lire dans le verre de café. La meilleure façon d'éviter ça... Mais vous sentez l'atmosphère quand même, vous êtes élu, vous sentez un peu le pays, non ? Et puis les gens qui viennent nous voir, effectivement, on retrouve un peu en fait tous les ingrédients des Gilets jaunes. Moi, je pense que l'histoire ne se répète pas. Donc, ça ne sera pas la même chose. Mais il y a dans ce pays, quand le 10 du mois, mais moi, c'est pathétique. Moi, je reçois des mails. Alors, je parle même plus des boulangers, des bouchers, voilà. Mais les gens, le 10 du mois, on ne sait plus comment on va finir le mois. Oui, il y a sur ce que disait Jean-Sébastien Ferjou, je pense qu'il y a de la colère et de l'inquiétude. Il y a les deux. Il n'y a pas que de l'inquiétude. Il y a les deux. Ah oui, voilà, il y a de la colère et de l'inquiétude. Donc la meilleure façon d'apaiser un peu tout ça, c'est de retirer cette réforme demandée par Bruxelles, parce que la réalité, c'est ça quand même. Il fallait réformer deux choses en France. Le marché du travail, c'est fait, et le régime des retraites. Voilà. Alors Emmanuel Macron et la majorité, évidemment, une nouvelle fois, secouent devant Bruxelles, donc on le fait. Bah oui, parce que c'est la réalité. C'est Bruxelles qui vous demande la réforme. Voilà. C'est lié au plan de. Mais attendez, c'est lié au plan de réforme. Mais ça, c'est vos vieux éléments de langage, et vous allez nous ressortir la même chose, etc. On n'aime pas l'Europe. Les Français, on a un génie et un talent particulier. Mais partout en Europe, c'est minimum 65 ans. Et ça s'explique par les chiffres que vous avez donnés au début sur le fait qu'on n'a plus de cotisants par rapport au vieillissement. Enfin, vous pensez qu'on va être une île ? Et c'est un choix de société, c'est un choix politique. C'est trop facile, ça. C'est trop facile, ça. Mais on fait des économies par ailleurs. Vous leurrez les gens. Dans le projet de Marine Le Pen, on faisait des économies ailleurs. C'est vous qui le promenez et pas le président de la République. Et on partait, donc je répète, entre 17 et 20 ans, quand on a commencé à travailler entre 17 et 20 ans, on peut partir à 60. Après, on ne touche pas à l'âge légal à 62 ans et il faut 42 annuités, mais jamais plus. Allez, Karine Abric. Oui. Je pense que si on va voir autant de gens dans les rues, je le disais, il y a cette culture aussi en France. C'est votre sport national aussi, de sortir dans la rue, les grèves et tout ça. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que quand on regarde quand même les sondages, il y avait quand même une grande majorité de Français qui étaient pour qu'il y ait une fameuse réforme des retraites. Alors, manifestement, il y a eu un problème dans votre communication parce qu'une partie des Français voulaient quand même qu'il y ait une réforme, se disent, oui, effectivement, ça ne fonctionne pas bien. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu cet échec de communication. Tout le monde a focalisé l'attention sur l'âge, et d'ailleurs, c'est ce qui est rejeté, alors qu'il aurait fallu avoir plutôt un chantier, justement, sur le travail des seniors, sur la paupérisation aussi des aînés, de certaines personnes qui sont obligées de continuer à travailler ou qui aimeraient travailler. On se posait la question aussi tout à l'heure, la valeur travail, tout ça. Je pense que les gens, quand ils aiment leur travail, quand ils aiment être en activité, les gens aiment contribuer. Donc ça fait partie de la loi, madame. Oui, mais c'est ce que je dis. Il faudrait en parler. Mais il y a eu un échec dans la communication parce que manifestement, vous n'avez pas rejoint une grande majorité des Français qui croyaient quand même qu'ils ont besoin d'une certaine réforme. La retraite progressive, c'est dans la loi. Le cumul emploi-retraite, c'est dans la loi. Malheureusement, on en parle très très peu parce qu'on se focalise sur les 64 ans, parce que c'est ce qui agite le plus, c'est ce qui est le plus facile à comprendre. Donc tout ça, ça existe. Mais donc c'est un problème aussi, parce qu'après, quand les gens... au travail, c'est un vrai sujet. On a déconsidéré le travail et c'est un vrai sujet. Et la réforme, elle se fonde sur le travail, sur le fait d'engager tout le monde dans le travail et de protéger les plus faibles. Mais ce que vous dites est dans la loi, madame. Oui, c'est dans la loi. Mais ce que je vous dis aussi, c'est que je pense qu'il y a cet échec dans cette communication et c'est pour ça que les gens vont descendre dans la rue, c'est pour ça que les syndicats en appellent à descendre dans la rue aussi. Je crois que si les syndicats appellent à manifester, c'est principalement parce qu'ils ne veulent pas du report de l'âge légal. Et ça, je crois que tout le monde l'a quand même très bien compris. Mais Jean-Sébastien Ferjou, je vais vous reposer la question que j'ai posée initialement il y a quelques instants, mais d'une manière un peu différente. J'essaie de me souvenir de ma réponse. Non, mais est-ce que la CGT peut gagner ce bras de fer? Est-ce que la CGT, l'intersyndicale, peut encore obtenir le retrait de ce texte en réalité?
C'est possible ou est-ce que c'est complètement illusoire de le penser? Ça vous semble improbable, impossible? Rien n'est jamais impossible. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne me paraît pas le scénario le plus crédible, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a aussi une part de résignation des Français qui sont dans l'inquiétude et que la CGT ne propose pas de modèle alternatif. Les Français, je pense qu'ils ont compris les enjeux. Il n'y a pas besoin de faire incroyablement plus de pédagogie. Il y a ce que vous disiez, effectivement, qui mériterait, comme le soulignait Karima très justement, qui mériterait d'être plus mis en avant, parce que le travail des seniors. De la philosophie de la réforme, il y a ces pans-là qui incontestablement en font partie. Mais derrière ça, il y a quand même encore toujours cette question du sens et cette question de l'angoisse, de l'inquiétude du modèle économique. Mais il y a des tas de choses qui ne sont pas très pensées non plus dans cette réforme. Regardez juste un exemple, la clause du grand-père, vous savez, puisqu'il y a la question des régimes sociaux. Donc on dit on supprime les régimes sociaux, mais dans 40 ans. Ça ne s'applique qu'aux nouveaux entrants. De facto, ça ne s'applique qu'aux nouveaux. Mais c'est ça qui a déclenché le conflit à la SNCF. Parce que derrière, il y a un vrai sujet de management public. Comment est-ce que vous croyez que ça va se passer? On va avoir des milliers ou des dizaines de situations comme ce qu'on a connu chez Orange. Vous voulez qu'on continue les régimes spéciaux? Non, je pense qu'il aurait fallu plus de courage et justement plus de construction. Mais parce que... Le minimum vieillesse, il est pour tous les retraités. Je vous dis juste quelque chose. Je vous dis juste quelque chose. En termes de management public, faire coexister dans les mêmes entreprises ou les mêmes structures publiques des gens qui ont deux statuts différents et très différents, avec la crise, Mais pardon, vous me répondrez une fois que vous aurez compris ce que je voulais dire. Je vous assure, ce sera plus intéressant. On vous mettra plus à côté tous les deux parce qu'il ne cesse de se chamailler. Il faut le savoir, Monsieur Ballard, qui n'est pas souvent présent, il se chamaille tout le temps. Bon, alors allez-y et essayez d'être discipliné, s'il vous plaît. Mais en termes de management, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en termes de management public, c'est extrêmement compliqué et que ça n'a pas été anticipé et qu'on l'a déjà vu. Ça peut mener à des situations comme ce qu'on a connu chez France Télécom, les suicides. Il faut bien le penser parce que c'est global, justement, la question des retraites. Et quand je vous dis que je la trouve comptable, c'est parce que précisément, elle ne s'inscrit dans aucune autre réflexion. Je suis d'accord avec vous, on n'est pas plus fort que les autres Européens, mais précisément, il y a très peu de pays en Europe qui ont le niveau de déficit qu'il y a en France. Valérie Lecable. Je vais donner une réponse à votre question qui va vous faire plaisir, Johan. Est-ce que la CGT peut gagner, c'est ça ma question? Est-ce que la réforme peut être retirée? Voilà. C'était ça votre la même question. Allez-y. Et si vous étiez, comme d'habitude, éditorialiste et pas animateur, vous diriez non. Pourquoi? Et vous savez très bien pourquoi. Parce que ça veut dire. Vous savez ce que je pense, c'est formidable. Mais parce que vous l'avez dit plein de fois. Parce que si la réforme est retirée, le quinquennat d'Emmanuel Macron est fini. Donc, ils ne peuvent pas faire ça. Vous savez très bien qu'ils ne peuvent pas faire ça. Ils sont en train de jouer aujourd'hui tout leur quinquennat, en fait. Donc, il faudrait vraiment qu'on en arrive à une situation absolument hallucinante pour qu'ils prennent une décision pareille. Simplement, je pense que c'est le cas. Après, j'adore Jean-Sébastien Ferjou, mais quand il dit il faudrait arrêter pour toute la SNCF et pas qu'une partie les régimes spéciaux, parler des régimes spéciaux. Il faut avoir une réflexion sur le management public, c'est pas la même chose. Mais vous imaginez dans quelle situation serait le pays si on avait dit à la SNCF, ceux qui sont en poste, vous n'allez pas partir après à 55 ans. Vous ne conservez pas votre statut. Oui. Vous imaginez, alors, c'est précisément parce que les syndicats savent sans doute qu'il faudra plus qu'une journée de mobilisation pour faire changer d'avis le gouvernement que Philippe Martinez souhaite en réalité tout faire pour paralyser la France. C'est ce qu'il a dit et clairement sous-entendu ce matin. Écoutez. Dans les entreprises, on a évoqué les questions salariales. Il y a eu beaucoup de grèves et il y a eu des augmentations de salaire. Donc, faut arrêter avec cette idée que vous pouvez toujours faire ce que vous voulez, on ne changera pas. Un avait dit je reste droit dans mes bottes. Vous avez vu ce qui est arrivé. Là, il faut que les mobilisations soient suffisamment puissantes pour que ce projet soit revu de fond en comble. C'est les salariés qui décident. Et l'idée de blocage, c'est quelque chose qui est fait pour faire peur. Quand, dans une entreprise, plus personne travaille, ça ne marche pas. Mais c'est pas un blocage, c'est une grève. Alors, j'ai quand même le sentiment, moi, que les syndicats se sentent particulièrement en position de force en ce moment, comme ils ne l'ont pas été depuis longtemps. Je me trompe quand je dis ça ou pas? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Jean-Sébastien. Je crois qu'il joue sur les mots, parce qu'il a raison. Philippe Martinez a raison factuellement. Si vous avez 100% de grévistes, ça n'est pas un blocage. Mais on sait parfaitement qu'il y a beaucoup d'entreprises, on l'a vu dans les raffineries, où il suffit de quelques grévistes pour que, de facto, ça empêche le reste de l'activité. Je pense que M. Martinez, il comprendrait très bien. S'il y avait quelques comptables ou quelques banquiers qui interrompaient tous les virements de salaire à la fin du mois,
il dirait pas, il y a quelques grévistes. Il dirait, ah tiens, ça bloque tous les salaires en France. Non, mais là, les syndicats, ils ont toutes les faits sur leur berceau. Ils ont la réforme des retraites. On a toujours dit que ça avait fait sauter tous les gouvernements. C'est la réforme impossible par excellence en France, aujourd'hui comme hier et comme demain. C'est exactement pareil. Ils ont une unité syndicale, on l'a dit, sans précédent. Ils ont tous parlé ensemble, ils ont une réforme extrêmement impopulaire. C'est le contexte qui crée ça. Vous dites les faits sur leur berceau, mais c'est le contexte qui crée ça. Donc on aurait pu s'inscrire dans la réforme Touraine et finalement le capital politique avait déjà été brûlé par d'autres avant. Éric Alauzet, vous avez ce sentiment-là aussi quand même que les syndicats en ce moment sont particulièrement revigorés et qu'ils vont tout faire pour aller jusqu'au bout et essayer de vous faire tomber en réalité. C'est normal, chacun est dans son rôle, mais je pense que c'est pour une raison. Mais ça vous inquiète, ça vous interroge, ça remet en doute certaines de vos certitudes, cette réforme ou pas ? J'ai un peu d'expérience en politique, donc je suis surpris de rien de ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et donc les raisons sont beaucoup plus simples pour lesquelles, à mon avis, la réforme va aller au bout. C'est tout simplement parce qu'il y a une exigence pour maintenir l'équilibre du régime par répartition, pour maintenir le niveau des retraites dans les années qui viennent, sinon on ne pourra pas le faire, pour assurer une retraite à nos enfants. Donc c'est pour cette raison-là. Et en responsabilité, ceux qui sont au pouvoir, qui ont vocation à passer de toute façon, ils vont tenir parce qu'ils ont une conviction qu'il faut améliorer. J'insiste, un tiers de ce qu'on va cotiser en plus sert à améliorer. On a bien compris. Non, mais pardon, mais ce que vous dites, à mon sens, n'a pas beaucoup de sens. On peut défendre la réforme et je suis persuadé qu'il y a un enjeu pour le maintien d'un système par répartition. D'ailleurs, il m'aurait paru plus intéressant de mettre de la capitalisation. Mais c'est un autre débat. Mais en revanche, on ne peut pas ignorer que de toute façon, l'État abonde en permanence pour maintenir ce système à l'équilibre et que ce sera le cas avec cette réforme-là aussi. Tout simplement. Oui, parce qu'il y a les réformes des retraites. Et donc, de toute façon, mais quand on a flambé 500 milliards sur le Covid en 2 ans, je crois que même s'il y avait 40 milliards de déficit dans un système de répartition, l'État pourrait le... Mais je ne dis pas que c'est une bonne solution. Je dis juste que c'est un argument qui ne résiste pas à la logique. Je pense que vous allez l'admettre rapidement. Vous ne pouvez pas confondre des dépenses ponctuelles en cas de Covid ou de crise énergétique, des dépenses qu'on appelle conjoncturelles qui se produisent une fois. Alors, il se trouve que ça se multiplie, c'est vrai. Je ne les confonds avec des dépenses de retraite qui vont se reproduire tous les ans jusqu'à la fin du temps. Mais non, parce qu'il ne vous aura pas échappé. Il ne vous aura pas échappé que le problème, il est limité dans le temps. Pardon, messieurs. Le problème, mais juste d'un mot, le problème, il est limité dans le temps. Si les Français ont peu d'enfants, mais il y a un moment, les retraités d'avant, ils auront fini par disparaître parce que c'est la nature des choses. Et donc, quand vous aurez peu d'actifs et peu de retraités, on n'aura plus de problème. Et le sujet, c'est aussi la croissance. Est-ce que nous serons à 1% de croissance ou est-ce que nous serons à 4% de croissance ? Parce que vous le savez vous-même, vous le disiez tout à l'heure, mais c'est bien pour ça que dire que l'équilibre du système des retraites dépend uniquement de cette réforme, c'est faux, ça dépend du contexte macroéconomique. Allez, Karim Abric. Non, Valérie, non. Karim Abric. La parole à Karim Abric sur la détermination des syndicats, la détermination du gouvernement aussi qui semble totale. Donc là, on a quand même clairement le sentiment qu'on se dirige vers une impasse et que cette impasse, elle est longue. Oui, et je pense que qui va décider après, ce ne sera pas nécessairement les membres de ces syndicats, ça va être les Français moyens. C'est-à-dire que pour le gouvernement, quand on regarde Emmanuel Macron, le parti, ils sont décidés, ils veulent faire leur réforme et je pense qu'ils se disent que le contexte, qu'on le veuille ou non, fait en sorte qu'ils ont des chances de faire cette réforme. Cela dit, donc, pour les syndicats, ils rêvent encore de ce grand soir et en ce moment, c'est un bon moment pour eux parce qu'ils ont une cause qui les dépasse, qui dépasse leur simple, comme on a vu par exemple l'automne dernier, où c'était peut-être des luttes un peu plus égoïstes, c'était seulement pour leurs conditions. Maintenant, ils ont trouvé dans la réforme des retraites quelque chose qui touche tous les Français. Alors, ils veulent capitaliser justement là-dessus et ils se disent, on a une chance. Mais quand même, le Français moyen, je pense, il y a certaines personnes, il y a beaucoup de gens, en fait, des millions de Français qui n'auront pas les moyens de tenir longtemps et ceux-là sont plutôt résignés et ceux-là, peut-être, vont être fatigués de ce blocage et ce sera à eux, en fait, qui vont dire ça suffit et non, on va subir cette réforme et ce sera tout. Philippe Ballard, porte-parole du Rassemblement national. En un mot, s'il y a des blocages, ces blocages, vous les condamnerez, oui ou non ? Non, mais ça se pose pas en ces termes. Ah si, ça se pose clairement en ces termes, pardon. Il y a une façon très simple, je vous l'ai dit. Et Elisabeth Borne retire son projet. Mais non, c'est pas le sujet, pardon. S'il y a des blocages qui sont par définition illégaux dans ce pays, est-ce que vous les condamnerez, oui ou non ? Ça dépend. Si c'est des blocages illégaux... Ah, voilà, d'accord. Oui, mais qu'est-ce qu'un blocage illégal ? Des routiers qui se positionnent devant une raffinerie pour empêcher les carburants de sortir. Si c'est illégal, on condamne, évidemment. Ça, vous le condamnerez. Après, si le pays est bloqué parce qu'il y a des millions de gens en grève, c'est le droit de grève est reconnu, la manifestation est reconnue. Mais heureusement, il y a quand même des solutions toutes simples.
contenu dans le programme de Marine Le Pen pour sortir. Par exemple, on parlait des emplois, mais il faudrait peut-être créer des emplois qui rapportent, pas des emplois ubérisés, comme on le fait depuis des années avec Emmanuel Macron. La productivité dans ce pays stagne depuis 2017. J'avais dit en un mot. Ah bon, d'accord. Philippe Ballard. Je suis désolé de vous interrompre. On a des solutions. Marine Le Pen a des solutions. Je vais vous donner la parole. Mais c'est vrai que ce débat sur le programme des uns et des autres, on l'a eu pendant la campagne présidentielle très longuement sur ce plateau. Les programmes des uns et des autres, on les a décortiqués. Donc j'ai l'impression qu'on les connaît un peu. On a beaucoup de thèmes à aborder. Excusez-moi, je vous donne la parole. Mais en train de dire ces éléments de langage, ces petites choses. Il lit le programme de Marine Le Pen. Voilà. Il n'y a plus rien. Non, mais il n'y a plus rien depuis. Allez, je veux qu'on écoute, s'il vous plaît. On sait que ce sont les emplois créés. Il y a un rapport de l'INSEE il y a un mois qui disait qu'il manque 6 à 8 milliards de cotisations pour ces emplois. S'il vous plaît, je veux qu'on écoute à présent Marine Tondelieu, qui est secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, qui elle aussi appelle au blocage, mais je veux que vous écoutiez particulièrement les termes qu'elle utilise et on en parle après. La ZAD, c'était des grands projets inutiles, anachroniques, coûteux, qui finissaient par être abandonnés. Loin des clichés macronistes, c'était des paysans, des écologistes, des amoureux de la nature qui se lèvent, qui tiennent et qui gagnent. Des terres agricoles préservées, des mauvaises décisions évitées, quitte à lutter pied à pied quelques années. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Alors oui, je vous le confirme, nous allons faire la ZAD, pas juste à l'Assemblée, mais dans toute la France, dans les semaines qui viennent. Nous serons une zone à défendre. Éric Alauzet, vous qui êtes un ancien élu écologiste, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous écoutez ça? C'est vrai que j'ai passé 30 ans chez les Verts. J'ai jamais été dans cette logique-là. Vous savez, les Verts, c'est pas un grand parti, mais il y a beaucoup de gens très différents. Voilà. Donc j'ai jamais été dans cette mouvance-là. Faire une ZAD à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire. Ils la font déjà. C'est abattre la République, les règles de droit. Enfin, ça me paraît totalement... Alors, je sais bien, c'est de la communication aussi, parce que ZAD, ça résonne dans la tête des Français, donc ça permet... Oui, mais ça a un sens aussi quand on est secrétaire national d'un parti. Ça passe en boucle, donc ça a marché de ce point de vue-là. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi pour passer sur... Parce que Jean-Sébastien Ferjou, quand on parle de ZAD, il faut savoir ce que ça veut dire. C'est une zone à défendre quelque chose. Est-ce qu'on n'est pas là, un peu dans une forme d'incitation à la violence quand même? Les ZAD sont surtout des zones de non-droit, des zones qui s'excluent du droit commun. Et quand on parle des ZAD, on pense à Notre-Dame-des-Landes, on sait ce qui s'est passé là-bas. Donc c'est ma question. Est-ce que c'est une incitation à la violence? Mais oui, je pense que c'est une logique de guerre civile, parce que si des identitaires décident de faire des ZAD aux frontières françaises pour empêcher les migrants de venir, ou ils font des ZAD à la porte de la chapelle pour empêcher des craqueux, ou si chacun décide de faire sa ZAD au nom de ses valeurs à lui, nous ne sommes plus dans un état de droit, nous ne sommes plus dans la République. Donc c'est d'une hypocrisie absolue de la part de Marine Tondelier d'avoir voulu se justifier ensuite en disant oui mais non, la ZAD c'était zone à défendre, c'est-à-dire qu'on veut défendre le Parlement. Non, ça veut dire tout simplement qu'elle méprise le parlementarisme et qu'elle méprise l'état de droit. Philippe Ballard. Avec la NUPES, notamment et les filles, on n'est plus étonné de rien, enfin, même si là c'était une écologiste. La NUPES, c'est quoi, vous avez dit? La NUPES. On n'est plus étonné de rien quand on voit leur comportement aussi bien vestimentaire. Elle était face à Sandrine Rousseau et on pensait qu'elle allait être plus calme que Sandrine Rousseau et en fait non. C'est quand même une surprise qu'elle tienne des propos comme ça. Bon. C'est une surprise. Vous êtes surprise? Avec la NUPES, on n'est plus surprise par rien. Non, mais c'est une écologiste. Oui, mais ils sont membres de la NUPES. Des fois, chez les écolos à l'Assemblée, il y en a qui n'ont pas grand-chose à envier. Et moi, j'avais l'impression qu'elle était plus proche d'une ligne Jadot. Jadot, il ne parle pas de cette façon-là. C'est le contexte de surenchère, de pré-manifestation, où chacun dans ce meeting a essayé de parler plus haut que le précédent, savoir qui serait le plus entendu. Donc elle savait qu'en parlant de ZAD, elle allait nous faire parler tous. C'est réussi de ce point de vue-là. Voilà, donc c'est un contexte très particulier. Oui, mais Karim Abrik, est-ce que ça ne peut pas quelque part exciter un peu les foules? Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais est-ce que ça ne contribue pas à tendre un climat qui l'est déjà suffisamment et à inciter certains... Oui, c'est ça. De facto, c'est une logique de guerre civile. Ça appelle à se mesurer qui sera le plus fort. C'est défendre, voilà. Les appels au boycott, c'est qui sera le plus fort dans mon boycott. Soit tu crois à elle croit à dernière rénovation. Moi, j'y crois pas. Qui va se jeter le plus de soupe à la figure? Ça veut dire qu'Europe Écologie Les Verts, avec Madame Tondelier à sa tête, n'est plus un parti républicain? Je crois qu'il y a des qui ne sont pas nécessairement d'accord. Cette ligne politique-là me paraît dangereuse, de la même manière que hier soir, elle disait qu'elle voulait une France sans milliardaires. Mais est-ce que ça s'inscrit dans... À aucun moment, il ne lui vient l'idée de dire qu'elle préfère une France sans pauvreté, ce qui serait pourtant plus logique. Mais est-ce que ça s'inscrit en dehors du cadre républicain? Ce qu'elle vient de prononcer, c'est hors cadre républicain ou pas?
En tout cas, entendre de la part d'un certain nombre de gens de la NUPES un procès en anti-républicanisme contre le Rassemblement national, ça fait doucement rigoler, effectivement. On peut vraiment ne pas partager les valeurs du Rassemblement national, mais il me semble que le Rassemblement national joue le jeu du Parlement, là où la NUPES, bien souvent, ne le joue plus. Karima Brick. Non, mais je pense qu'on est cohérent. J'allais dire, dans une certaine gauche radicale, il y a toujours cette admiration un peu béate et adolescente de cette radicalité politique, de cette désobéissance civile. On va encourager ça. On va trouver ça très romantique et c'est un peu, je trouve, ce genre de témoignage. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est en train de se dire, parce qu'il y a une époque où l'écologie était responsable. D'abord, il y a une époque où l'écologie parlait d'écologie, en fait. Je parle pas il y a 30 ans, on revient sur la ZAD et sa déclaration. Il y a d'autres, y compris sur les antennes de CNews, il y a d'autres courants à gauche que des propos pareils. Je vois que Laurent Geoffrin va commencer une nouvelle émission. Jamais il tiendra des propos de ce type-là. C'est pas parce le dimanche soir à 18h sur CNews, vraiment pas d'accord. Et voilà, donc regardez. Non, mais il y a eu des commentaires sûrement être très intéressant. En l'espèce, c'est quand même Marine Tondelier qui dirige ce parti, et c'est ce parti qui a représenté à l'Assemblée nationale. Et qui n'est pas un parti complètement anecdotique non plus, pardon. Il y a quand même une époque, monsieur, si vous y avez été pendant 30 ans, où il y avait des écologistes plus raisonnables et qui parlaient pas. C'est précisément ce qu'on dit. C'est précisément ce qu'on dit. Philippe Ballard. Cette phrase donc tenue par une membre de la NUPES, ça fait penser à d'autres phrases. La numéro 1 d'un parti. Oui, c'est ce que je suis en train de dire par des membres de la France Insoumise, quand ils disent par exemple la police tue, où il y a une violence systémique. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais ils sont dans la NUPES. Enfin, vous savez ce que c'est, faire partie d'un groupe politique. Non, mais enfin, c'était un meeting commun. Mais ça véhicule, ça crée une sorte d'écosystème, voilà, où on peut dire tout l'inverse, alors pas l'inverse, mais des phrases extrêmement violentes qui peuvent appeler. Il y avait ces images de violence avec des black blocs tout à l'heure. Tout ça entretient un climat qui fait que, certains ne craignent plus d'aller au contact comme ils le font. Et d'ailleurs, sur les Black Blocs, parce que j'ai pas réagi, moi j'étais étonné au moment des Gilets jaunes, parce que je faisais un autre métier, et on suivait les Gilets jaunes. Et les syndicats de police me disaient, on ne comprend pas, on sait, ils sont localisés. Gérald Darmanin dit, il y en a 1000. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même une idée du nombre de personnes, où ils se trouvent, etc. 1000 casseurs attendus à Paris, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. Et on ne peut pas les interpeller avant. Mais vous voulez dire qu'il n'y avait pas de sympathisants du Rassemblement national au sein des Gilets jaunes ? Non, c'est pas ce que je dis. Je vous dis, au moment des Gilets jaunes, quand les syndicats de police nous disaient, comme peut-être ce que je ne souhaite pas demain, il y a des Black Blocs, on sait où ils sont, on les a localisés, mais on n'a pas la possibilité de les interpeller avant la manifestation. Pardon, mais le ministre de l'Intérieur a dit ce matin que des forces de l'ordre étaient déjà déployées sur le terrain pour faire des contrôles et des arrestations préventives en amont de la manifestation. Donc on verra demain, effectivement, si la stratégie du ministre de l'Intérieur fonctionne. Mais laissons au moins la manifestation se dérouler avant de pouvoir juger de son bilan, non ? Je ne juge rien, je suis juste étonné de la facilité dont jouissent les Black Blocs pour se déplacer dans les manifestations. Et on fera le bilan, effectivement, demain sur cette manifestation dans Soir Info à partir de 22h, évidemment. Je veux qu'on écoute à présent un syndicaliste de la CGT, de chez Géodis. Il s'exprimait hier soir lors d'un meeting de la NUPES, précisément. Et voilà quelle revendication il réclamait. C'était hier soir. 50. Et on veut une augmentation salariale tout de suite de 2 000 € pour l'ensemble des salariés. Le SMIC. Et un départ en retraite à 50 ans à temps plein. C'est ça nos revendications. On ne peut pas tuer des ouvriers derrière des quais et les mener à la mort jusqu'à 70 ans. Merci beaucoup. Bon, là, je dois dire, je ne sais pas trop quelle question vous posez en réalité, mais si ce n'est que, est-ce qu'il y a une partie de ce mouvement qui est d'ores et déjà en train de se radicaliser, et est-ce que cette petite minorité a une influence sur le reste de la mobilisation ? Jean-Sébastien Ferjou. Je crois que le pari de la NUPES était effectivement gagnant si on raisonne d'un point de vue électoral. Quand vous regardez bien, d'ailleurs, c'est pas tellement vrai, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus de sièges que l'addition des groupes précédents, mais que ce pari de la rationalité, de la radicalité est quasiment de la dilution de rationalité, parce que c'est quand même ça. Le fait que le Parti socialiste, qui avait voté les réformes Touraine, en soit à s'aligner sur les positions de la NUPES et un retour à la retraite. Là, c'est la position. Pardon, mais le Parti socialiste représenté à l'Assemblée nationale et celui qui était au gymnase. Mais qui est contesté, on va voir. Oui, Valérie, laissez-le finir, s'il vous plaît. D'accord, mais enfin, ceux qui étaient au gymnase Japy, Valérie, c'était le Parti socialiste, canal légal actuel, et il s'aligne quand même sur les positions de la NUPES. Je pense que ce pari-là ne tiendra pas. Quand vous regardez les gauches qui sont revenues au pouvoir en Europe, ailleurs, ce sont des social-démocraties
raisonnable. Alors on peut... Là, ça n'est pas la position de la NUPES, c'est la position d'un syndicaliste d'une branche de la CGT. J'entends bien, mais vous voyez bien... Mais imaginez, Johan, pour prendre un exemple plus parlant, s'il y avait un nazi qui venait dans un rassemblement du Rassemblement national, tout le monde dirait, vous voyez, regardez, ça contamine tous les autres. Pardon, oui, non, c'est pas la même chose. Enfin, vous parlez de nazi. Pardon, là, on parle d'une revendication politique. On peut trouver que c'est ubuesque, mais la retraite à 50 ans, on n'est pas là dans un régime nazi. Enfin, pardon. Mais je ne vous parle pas de ça. Je vous dis juste que, de facto, je vous prenais une image pour vous dire que quelqu'un qui tient un discours absurde et extrêmement radical, même le nazisme, c'est au-delà de la radicalité. C'est pour ça que votre comparaison est un peu... Bon, voilà. Non, enfin, bref, vous comprenez quand même ce que je dis. Je vous dis qu'on ne peut pas se laver les mains des propos qui sont tenus. Il est 23h30, il faut qu'on écoute tout de suite Adrien Spiteri qui nous attend pour l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Adrien. Bonsoir Johan, enquête ouverte pour meurtre et destruction volontaire à Rambouillet. Un incendie a fait 3 morts dans un immeuble ce matin. Des autopsies vont être réalisées sur les 3 corps. Ils sont entièrement calcinés. Sur place, des constatations sont toujours en cours. Une quarantaine de pompiers sont intervenus sur place. Les tarifs des complémentaires santé en hausse, elles ont augmenté de plus de 7% en 2023. C'est ce qu'affirme UFC Que Choisir. L'association de consommateurs a réalisé une enquête sur le sujet. Elle dénonce un coup de boutoir sur le pouvoir d'achat. Et puis plus de 360 millions de chrétiens persécutés et discriminés en 2022. Des chiffres issus d'un rapport de l'ONG Porte Ouverte ce mercredi. Depuis 30 ans, la persécution s'est étendue dans le monde. La Corée du Nord est passée en tête de ce classement. Dans le pays, être chrétien est un grave délit, sévèrement puni. Jean-Sébastien Ferjou. Non, mais je voulais revenir, puisque ça vous heurtait, semble-t-il, la raison pour laquelle j'ai pris cette image-là, parce qu'il me semble que quand on tient ces propos-là, ça relève du communisme, du marxisme, appelez-le comme vous voulez, d'idéologies qui ont fait des millions de morts dans le monde. Et oui, la France n'a jamais fait de démarxisation, ce qui explique peut-être l'état d'ailleurs de notre démocratie sociale. Mais pardon, il me semble que quand vous êtes concerné... Mais oui, mais ça fait des millions de morts. Si, parce que quand vous contestez la propriété privée, quand vous contestez un système de liberté, quand vous contestez... et quand vous avez des... Mais on n'est pas loin du sujet, Valérie. On n'est pas loin du sujet. Ça relève d'une vision économique qui, a fait ses preuves dans le monde. Cette comparaison m'a effectivement un peu heurté, je ne la partage pas, elle vous appartient, mais voilà. Éric Alauzet. Je sais bien que ça dérange de dénoncer le communisme en France. Éric Alauzet, sur la revendication, là, parce que c'était notre sujet de départ. Social, sous toutes ses formes, et les partis politiques, ça se nourrit, ça marche dans les deux sens. Quand vous avez des candidats, des partis qui vous disent « Mais oui, pas de problème, la retraite à 60 ans. » Ah bon ? Alors peut-être 55, peut-être 50. Et après, c'est les partis eux-mêmes qui vont être à la remorque des revendications mouvementistes. Et voilà comment tout ça se nourrit dans une extrême fable qui n'est absolument pas crédible, mais qui embarque une partie des Français. Et comment on nourrit la colère ? Parce que comment ça, ils ne le font pas, les politiques ? Mais ils ne sont pas à la hauteur. Et voilà comment on nourrit la colère, le ressentiment, avec des frustrations permanentes. La vérité, c'est que ce qui est en train de se jouer dans ce pays en ce moment, c'est de savoir qui est responsable et qui n'est pas responsable. C'est-à-dire que quand on veut gouverner un pays, quand on veut devenir chef de l'État ou chef du gouvernement, il faut quand même avoir une attitude responsable. Et c'est vrai qu'on est face à des camps qui sont totalement irresponsables, c'est-à-dire qui font des choses qui sont irréalistes et des propositions qui n'ont absolument ni queue ni sens, et qu'il y a des gens... Alors, vous avez dit que toute la gauche était dans la NUPES. Non, toute la gauche n'est pas dans la NUPES. Il y en a qui n'y sont pas. Le secrétaire actuel est dans la NUPES, mais on va voir ce que donne le résultat du prochain vote. C'est pas sûr que ça continue de cette façon-là. Vous parlez du Parti socialiste. Et c'est important de faire la différence transcourant entre des gens qui affichent des choses réalistes, même si on n'est pas d'accord. Par exemple, il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé ce soir et qui est très intéressant, c'est l'attitude de LR. Qui est d'accord et on en a beaucoup parlé cette semaine. Oui. Peut-être, oui. Je comprends que ça soit lassant au bout d'un moment, mais là, pas lassant, c'est que ça a déjà été traité, oui. Mais eux, ils sont dans l'opposition et ils sont responsables. Voilà. Donc il faut faire la différence entre les gens responsables et les gens. Vous savez, on se parle. Et ceux qui sont élus dans des communes, dans des circonscriptions rurales, c'est-à-dire la France qui souffre, ils n'ont pas du tout le même discours. Oui, disons qu'il y a à peu près 2 tiers. Pardon Valérie, il y a à peu près 2 tiers des députés républicains qui voteront cette réforme, 1 tiers a priori
qui devrait ne pas la voter, mais ça donnera quand même une majorité, a priori, à Emmanuel Macron. Karim Abric. Non, moi, ce que je vois, effectivement, pour revenir au témoignage donc dans cette association, j'allais dire, c'est la colère qui s'exprime. Et en ce moment, on est en train de chauffer un peu les gens. Ce qu'ils demandent, c'est ubuesque, en effet, parce que, bon, après, on va se dire, je veux 50 ans, 45 ans, je veux du chocolat, je veux ci et ça. Donc, bon, ça, c'est une chose, les revendications un peu ubuesques, mais la colère, il faut l'entendre parce que je pense qu'on va se nourrir de ça pour essayer d'attirer les gens dans les rues et c'est sur quoi, malheureusement, certains syndicats tablent. Et c'est ça qui est inquiétant, justement, d'encourager, de chauffer, si vous voulez, mais ce Jean-Sébastien Ferjou, la colère du syndicaliste qu'on vient d'entendre, qui demande la retraite à 50 ans, cette colère, elle est réelle, certes, mais on ne peut pas l'apaiser parce qu'on ne peut pas accéder à ces revendications. C'est tout simplement impossible. Non, le problème, c'est qu'on en ce moment. En revanche, on a vite tendance à oublier. Moi, je suis pas du tout d'accord avec le discours qui consiste à dire il y a les raisonnables, les déraisonnables, les responsables, les irresponsables. Parce que c'est précisément parce que nous nous sommes enfermés dans ce qui paraissait raisonnable, dans ce qu'on a appelé le cercle de la raison, que nous en sommes là où nous en sommes, et ignorer le fait que les Français, ils ont sous les yeux les promesses qu'on leur a fait. On leur a dit l'euro, ça va produire tels effets. Est-ce que ça les a produits sur l'industrie française? Non. Sur l'industrie italienne? Non. On leur a dit l'adhésion de la Chine ou le fait que la Chine soit reconnue par l'OMC comme une économie, acceptée au sein de l'OMC et puisse faire du libre-échange. Ne vous inquiétez pas, ça ne détruira aucun emploi parce que nous serons gagnants et ça sera du gagnant-gagnant. Est-ce que ça s'est produit comme ça? Non. Le problème, c'est que les promesses des raisonnables, entre guillemets, et les promesses des responsables, entre guillemets, sur le modèle social français, quand on a fait des réformes, d'autres réformes d'ailleurs sur les retraites ou sur, je sais pas quoi, l'organisation du système de santé, on nous a expliqué avec des sachants, des gens qui étaient très bien sur eux, très propres et qui venaient effectivement, pas comme ce monsieur qui dit des choses ubuesques, il disait ne vous inquiétez pas, ça va produire des résultats et ça va être bon. Est-ce que vous vous souvenez que dans les attendus du traité de Maastricht, au moment où on crée l'euro, on vous explique qu'il y aura 5% de croissance nominale en face. Avez-vous l'impression que nous avons 5% de croissance nominale? Mais la liste, elle est longue comme un jour sans pain, mais précisément le fait que les raisonnables ignorent que toutes ces promesses ont été faites, qu'elles ont pu être pour partie tenues, pour partie déçue, mais je crois que ça alimente la crise démocratique et la rhétorique responsable contre irresponsable. Je veux qu'on laisse le mot de la fin, s'il vous plaît. Le Brexit et le résultat est formidable. Le Brexit, c'est la panacée, c'est formidable. Je veux qu'on laisse le mot de la fin à Eric Azoulay qui représente la majorité, pardonnez-moi, ce soir. Vous allez voter cette réforme. Est-ce que le débat qu'on a eu ce soir vous a fait douter, ne serait-ce qu'un petit peu? Je crois que... je doute par nature, moi, donc voilà. Mais je crois que la France reste un pays où les solidarités dans le monde entier sont parmi les plus extraordinaires, que ce soit pour la famille, les retraites, la santé. N'oublions jamais ça, c'est une prunelle. L'éducation. Voilà, donc il y a des frustrations, il y a des mécontentements, bien sûr, mais n'oublions pas l'essentiel. Il faut préserver notre système de retraite, c'est la solidarité entre les générations, c'est ça qui est en jeu. Merci à vous tous d'être venus ce soir sur le plateau de Soir Info. Philippe Ballard, vous reviendrez? Ça s'est bien passé, ça va? Ah oui, très bien. On a essayé de débattre un peu calmement, pas toujours, mais on a essayé de faire les choses du mieux possible. J'espère que vous nous avez compris, en tout cas, et que ça n'a pas été trop le bazar sur ce plateau, chère Valérie. J'ai trouvé ça calme, moi, ce soir. C'était calme ce soir, vous avez trouvé? Alors, pas frappé pour une fois. C'est peut-être parce que je ne suis pas à la même place que d'habitude que j'ai trouvé ça un peu agité, mais voilà, je vous fais confiance. Merci à tous les 5 d'être venus débattre ce soir sur le plateau de CNews. Dans un instant, vous avez rendez-vous comme tous les soirs avec Anne Fulda, l'heure des livres, et puis à minuit, l'édition de la nuit avec Simon Guillain. Passez une très belle soirée, donc à demain, 22h.